Oh, ça va, bonsoir, comment tu vas? Oh ouais, oui, ça fait 2 semaines là, j'ai pas pu me connecter là. Mais écoute, toutes les bonnes choses ont une fin. Le télétravail est en train progressivement de prendre fin. Ah, Donc, de dis- une journée semaine, ben, je suis rendu à deux jours semaine. Donc, ça fait que le mercredi fait partie de ma deuxième journée. Du coup, ben, Hmm. ouais. Bon, Ah, exceptionnellement, aujourd'hui, on n'a pas pu y aller. Mais bon. à mon avantage, Ouais. à mon fort avantage. Oh non, mais bon, en tout cas, on essaie de voir, puisqu'on recommence là, est-ce que ça va être des journées flexibles ou bien des journées fixes? C'est ça, Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est bon, ça. j'espère que le mercredi va être disponible pour que je puisse être Ah, connecté. mais il y a beaucoup d'occupations. Après, ce serait une question, comme on est en train de le dire, on réfléchissait avec Ethan, ce serait de voir en fonction des disponibilités des uns des autres. Souvent, on sait que les gens, les week-ends, ils vraiment passer avec leur famille. On ne veut pas déranger, mais Ah ouais, ce je serait comprends. quelque chose que les membres même pourraient décider après s'il faut qu'on mette peut-être au samedi matin, si on essaie de modifier un peu pour que tout le monde se retrouve, tout en pensant que, bon, il y a des gens qui ont une fuseau horaire très large, très éloignée. Pense à toi, Eric. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais alors, ça va, sinon, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dispo pour la session qu'on... Oui, 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 je suis là, je suis dispo aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler modèle économique, Ouais. financement. Oui, oui. Ah, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, là. C'est le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec toutes les solutions? Comment est-ce que concrètement, ça devrait marcher? Tu Ouais, vois? ouais, Et ouais, ça, ouais, c'est important en vrai. ouais, ouais. La séance dernière, elle était vraiment très intéressante. Je pense qu'on Oui, avait j'ai du pas mal pu à se suivre là, séparer. mais j'ai pu suivre l'enregistrement, heureusement d'ailleurs. On avait du mal à se séparer. Euh, Oui, parce que c'était, voilà. Mais bon, c'est des thèmes très, très, très importants, là. En tout cas, ce sont des mm, sessions qui sont bonnes, ça, c'est sûr, là. oui. Ouais, ouais, Mais je très pense que ce intéressant. sont des sessions, après, on va trouver On est en train de voir des experts avec Mm. lesquels on va échanger pour pouvoir organiser de grandes masterclass, tu vois, Ok, ok. qui pourraient être profitables à toute la communauté. Ouais, 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 ce serait très, très, très intéressant. Mhm, mhm, mhm. Je pense que ça aurait, comment on va dire ça? Ce serait bien, Ouais, effectivement, qu'on mhm, puisse échanger sur ce genre de sujet. ouais. En tout cas, merci d'être là. Ben, Et on va être toujours là, là. j'espère que tu pourras contribuer. On parle de modèle Oui, économique. c'est sûr, on a des idées. Bon, en tout cas, on va l'un et l'autre pour qu'on puisse, quand même, pour que chacun, par rapport à la solution, pour que, de toute façon, il n'y a pas une solution miracle, mais avec les pistes des uns et des autres, chacun voit, écoute, je pense que c'est ce modèle-là qui est peut-être mieux avec avec ma solution et tout ça. En tout cas, j'ai hâte là. Ça va être très intéressant. D'accord. Ouais, D'accord, ouais, tout à l'heure. Mais ouais. toi, tu fais pas le carême là-bas, non? Cette affaire-là. Ah, carême, et puis on demande, hey, c'est quoi le Si j'ai rapprochement du hey qui est long, du carême qui tombe qui est bas? avec le froid là, des fois. Non, non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu fais le temps de carême? Non, 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 c'est sûr que je le fais. Bon, en tout cas, on va être honnête là, c'est pas tous les jours. Ça, en cas, c'est dire la vérité. Parce qu'en vrai, au contraire, je pense que c'est quand il fait chaud que c'est difficile. Mais s'il fait froid, là, c'est pas difficile Ah, logiquement. non, dans le froid là, aïe, 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 aïe. Non, 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 mais c'est pas vrai. non, non, Ah, c'est il y a sûr, Asia qui est en dans le train de froid là, rire. Elle rigole. En dans fait, le il y a froid, c'est Asia qui est terrible, hein. connectée qui rigole. Et tu vois, aujourd'hui, je disais à ma collaboratrice, mon assistante, je disais, en fait, il faut comprendre que 2026 en fait, c'est une année de double grâce, quoi. Oui, 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 On a chrétien, les musulman, musulmans et on a tout, tout, les tout. catholiques qui Oui, ensemble oui, démarrent. oui, Donc, oui. tu vois, quand chez nous, la Bible dit que là où, et Valère, je pense que tu es d'accord avec moi, la Bible dit que quand là où deux ou trois sont réunis, il est Oui, présent. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Et là, je peux dire que cette année 2026, Dieu est présent. Moi, je suis évangélique, mais mes enfants sont catholiques. Donc, ce matin, ils se sont tous levés à 5h30 pour aller prendre la cendre, le grand. Et le plus petit m'a dit, après, quand il finit à midi, il ne rentre pas directement, il va directement faire la messe pour prendre sa cendre pour faire son jeûne. Je dis, waouh! Donc, en vrai, Ouais, tout le ça, monde est c'est le dans le parcours bain. du catholique, ça, c'est le beau parcours, ça. Oui. Donc, lui, il le fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait un début. Tout le Oui. mois de janvier, j'ai fait 21 jours. Ah, ok, ok. Ouais, moi, je n'ai pas eu de problème. Donc, en vrai, mais le fait de voir que tu vois deux communautés, Ouais, en, ouais. comme tu dis que tu sais, Dieu ne fait pas les choses au hasard, hein. C'est Non, nous qui non, aimons non, mettre non. les émotions, les organes dedans et puis créer des soucis anti-religieux, des trucs religieux. C'est Mais vrai, c'est voici, vrai. tout le monde fait le carême en même temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, donc, Asia, le doigt de cette année-là, je me connecte à toi et puis je récupère pour les musulmans là. Et puis, bon, Eric, toi, tu fais pas, donc je ne peux pas toucher pour toi. Et c'est pas un bon exemple. Peut-être Valais, je ne sais pas si lui, il a pris 100 le matin ou s'il 6, a fait pour 6 toi. heures, à 6 Tu as heures, 6 pris. heures. Ah, voilà le beau catholique. Donc, il était à la messe à cinq Ouais, heures tu vois, trente non, déjà à 6 et puis il heures. a récupéré. Euh, Mais dis-moi, tu as fait les 40 jours. ouais, ben, tout à fait. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Amen. Amen, amen. Surtout que le pape a dit que la vraie abstinence sera de ne pas dire des mots qui blessent. Regardez, regardez, c'est eux là, ils prennent les choses au mot là, pour ne pas gêner. Il dit, il dit le vrai carême, c'est de ne pas dire des mots qui peuvent blesser les autres, mais on va s'aligner à ça. Non, non, Euh, non, mais sérieusement, hein, sérieusement, en tout cas, je le dis en toute honnêteté, là, avoir sa foi, être dans les pays occidentaux, c'est pas facile. c'est difficile. C'est un combat. C'est vraiment un combat. Il faut pas soi-même, je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas se nourrir nous-mêmes, entretenir nous-mêmes? Parce que le problème, c'est qu'on compte beaucoup trop sur nos guides. Et du coup, quand on est un peu déçu par eux, on veut faiblir spirituellement. Est-ce que le problème, c'est pas que nous-mêmes, on n'arrive pas nous-mêmes à avoir nous-mêmes cette propre assise? Parce qu'on ne lit pas Ben, généralement les Saintes Écritures, que ce ben, en soit tout cas, Bible comme moi, là, je Coran. peux te dire exceptionnel. Bon, peut-être que c'est aller à l'église peut-être tout le temps, peut-être qu'il est un peu difficile, mais j'avoue que moi, j'ai gardé encore ça avec moi. Parce que Hmm. j'ai des enfants, j'ai dit, si je ne leur donne pas cette habitude, c'est fini, là. Donc ça, au moins, j'ai réussi ouais, à conserver ça. Et puis, comme tu l'as dit aussi, j'ai fait la distinction entre le livre saint et puis le messager. Parce que c'est vrai, on raconte beaucoup de choses sur les hommes de Dieu, mais moi, je dis ce qui est important pour moi, c'est la parole. C'est pas celui qui va annoncer la parole, c'est un être humain comme moi. En Il tout peut cas, faire, il peut commettre des erreurs, ouais, il peut mais quoi. Ben, si je me lie à lui, c'est vraiment du. Regarde, je te prends un exemple. Mais je me dis que en quittant de l'Afrique, on va dire, si ta foi était solide, ah là, il n'y a pas de problème. Mais si tu étais quelqu'un, on va dire, bon, on fait un peu, là, tu es mort. Si tu travailles c'est samedi, pour ça dimanche, on dit, c'est ah, pour ça que dans les scènes d'écriture, on dit, il faut pas être tiède. Tu ah, non, vois? faut pas être tiède. Ah, Quand tu non. es tiède là, dès lors C'est que l'autre te touche, tu deviens froid. Mais fini. il faut savoir t'entretenir et savoir ce que tu écoutes. Oui, Que oui, tu sois oui. musulman ou chrétien, tu peux prendre le temps d'écouter, tu vois, les messages bibliques, de pouvoir t'entretenir ta foi, de pouvoir te faire édifier et puis d'écouter ce genre de choses. Ça C'est t'entretient. vrai, c'est Le vrai. gros C'est vrai. problème qu'on a souvent, on ne le fait pas. Ouais, Au c'est lieu vrai. d'être dans des temps de méditation, de réflexion, on va commérer, pour ne pas dire s'affairer les bérets sur les C'est ça, réseaux. mais le père. Et puis, on récupère tout ce qui est mauvais. C'est Et vrai. oh, tu vois, c'est ça. Il faut savoir à un moment donné, rester dans son coin, prendre des temps. Et pour moi, le meilleur truc, quand tu sais que la personne en face, quelle qu'elle soit, tu lui portes de l'amour, tu lui portes C'est vrai. du respect, ça commence comme ça. Et C'est puis, vrai. tout doucement. Mon pasteur a pris l'habitude de dire, quand tu veux poser un acte contre quelqu'un, tu te demandes qu'est-ce que Dieu aurait fait. Quand tu te C'est souviens de ce vrai. que Dieu aurait fait, tu te maîtrises et tu te comportes bien. C'est vrai, ouais, c'est une bonne réflexion. Tu vois. Moi, quand je vais à Moi l'étranger, aussi. je parle beaucoup, mais ça ne change en rien en fait. Je peux suivre le culte en ligne.
Je peux prendre Oui, des surtout moments où je suis aujourd'hui. enfermée pendant 1 heure, je ne parle pas avec quelqu'un, je suis en train de prier. Je ne change pas mes heures de prière. Je prie à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, à 9 heures, à midi, à 15 heures et à 18 heures. Ouais, ouais. Toi, Tu vois, je toi, me vraiment, donne des temps. Je ne suis pas obligée de tu faire es au deux, top. 3 heures, mais même si c'est 5 minutes de C'est prière, vrai, ça vaut la ce peine. n'est pas la C'est vrai, quantité, mais tu vois, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut toi-même s'autodiscipliner et puis, C'est vrai. C'est vraiment important parce que sans la foi ici, là, ah, j'avoue. Non, non, j'avoue que c'est un challenge, hein. Je ne sais pas en Côte hum, d'Ivoire ou bien dans d'autres pays comment ça. Mais c'est sûr qu'en France, c'est déjà arrivé. Mais hum, j'ai ma fille qui est en cinquième année ici, là, du primaire. hum. Et on leur apprend des choses, on leur dit des choses. Tu t'assois, tu dis, waouh, 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 waouh. Non, j'ai perdu. Non, non. La dernière fois, elle me disait des affaires, même je prends un exemple là. En sixième année, c'est qu'en sixième année, par exemple, on leur a fait venir des bénévoles, en guillemets, des gays, et qui vont venir leur parler, oui, voilà, et si tu es une fille, tu aimes une fille. J'ai dit, oh mon Dieu. Et celle qui est en cinquième année, là, leur professeur, justement, c'est un catholique. Il leur a dit, écoutez, la semaine prochaine, là, il y a des personnes qui arrivent ici, là. Ceux qui sont idiots, ils peuvent rester en classe, mais sachez que moi, je ne serai pas en classe. Eh, Et ma fille, elle n'est pas. Quand les gens sont venus, elle est sortie. Tu vois, vraiment, ce nouveau, Que Dieu ce nous nouveau assiste monde tous. où on va là, vraiment, Que Dieu nous garde tous. C'est tout ce qu'on peut vraiment, dire. vraiment, vraiment. Asia, le carême, ça se passe bien? Eh ben, nous, chez nous à Alger, en Algérie, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Ah, Eh oui. Mais on n'a pourquoi pas c'est vu. demain? Eh ben, on n'a pas vu la lune. Voilà. Ah, Parce que en Arabie Saoudite, aux Émirats, en beaucoup de pays musulmans, c'est aujourd'hui. Et puis oui. nous, nous, on suit la nuit du doute. On n'a pas vu la lune, donc c'est demain. C'est Ah, demain, Inch'Allah. Mais bon, tu sais, hein, le Ramadan pour nous, c'est un moment, comme tu le disais, hein, de grande spiritualité. On a des repères, des rituels qu'on suit tout le temps. Et puis voilà, hein, ça nous empêche pas de. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, quand vous faites le Ramadan, vous travaillez pas, vous êtes pas productif. C'est pas ça. C'est pas qu'on n'est pas productif. Mais bon, il y a des choses qu'on peut faire, il y a d'autres qu'on peut pas faire, en tout cas au moment du jeûne, parce que 12 heures de jeûne, c'est pas évident. Pas manger, pas boire et pas que ça, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est pas que pas. Je disais à mes enfants, c'est pas que pas manger et pas boire. Il y a beaucoup de choses dans le Ramadan et donc, mais bon, là ça va. Ça, on va manger à 6h30, 18h30. Ça va. Ça, ça me donne le temps de faire à manger et c'est bon. C'est pas très très tard. Ça va. Voilà. elle dit que Ah ça vous oui. donne le temps Et de faire à non, manger. mais parce que, bon, moi j'entends parler du carême, là, des chrétiens, mais comment vous aussi, vous ne mangez pas comme nous? Non, c'est pas pareil. C'est pas Non. comme nous. Nous, ce qu'on fait, on ne mange pas De on mange pas de viande. la nuit. C'est-à-dire que ce qui se passe, quand on s'est réveillé à 6 heures, Ouais. on a enchaîné on rentre juste à 18 heures et puis on va se coucher après, on ne mange pas jusque. Ah, d'accord, ok, On se ok, lève ok. pas, en fait, ce qu'on fait qui est différent, on se lève pas à 4 heures du Ah, matin, le pour se repas, prendre. non, non, Ouais, non, 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 d'accord, ok, non, non. d'accord. Mais C'est-à-dire, pendant on a la fait le journée, jeûne? vous avez le droit de manger. Non, non. Non, pas du tout, comme nous alors. Pareil. Oui, Bah c'est oui, c'est pareil. ça. C'est ça, c'est pareil, les pratiques. Oui, ben oui, parce que bon, quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui pratiquent plus, donc bah ouais, quand on regarde les chaînes françaises, personne parle du carême, personne, c'est vraiment très rare. Il y a plus, à part le dimanche, ils ont que le dimanche où ils parlent de ça. Et encore, c'est que les vieux, mais les jeunes, ils suivent pas du tout Non, ça. Non, c'est peut-être fini. parce que, peut-être C'est parce fini, qu'on n'affiche voilà. pas. Peut-être qu'on n'affiche pas, mais qu'on vit sa spiritualité aussi. Parce que la plupart qui l'affichent ne le vivent pas forcément. Voilà. Ils veulent pas aussi montrer parce que ça fait vieux jeu, ça fait ringard de faire Moi, je ne sa crois pas que religion. ce soit ça. Ah bon? Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Il y a des moments où, aujourd'hui,
il y a beaucoup qui parlent, mais qui en vrai ne pratiquent pas dans leurs Mhm. faits et gestes. Par contre, il y Mhm. a des gens qui ne parlent pas, Mais ils le mais quand font. tu les vois, tu Mhm. sais Ouais. déjà ce qu'il est en Mhm. train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on est Ouais. dans un monde où il faut plutôt regarder les actes que ce que disent les gens. Ah ouais, que les Comme moi, apparences, comme chez nous, hein, c'est pareil aussi. Il y a des gens qui sont toute la journée à la mosquée, mais bon, moi je leur fais pas confiance. tu vois, moi, je suis là, je ne le dis pas, mais Voilà. moi, je Ah, sais. Moi, je fais ah, partie des leaders de chemin à l'église, donc je pratique, je mm, suis, je suis. mm. Mais en Ça même sert à rien. temps, tu vois, les gens ne le Voilà. savent pas, mais bon. Ouais, Ça voilà. n'empêche Ça, que tu fais ce que ouais. tu as fait. Ah oui, c'est ça, hein. C'est comme on disait, on peut pas sonder les cœurs, c'est entre nous et Dieu, c'est tout, hein. C'est C'est ça, ça. hein. C'est ça. Exactement, Ah c'est ouais. ça. C'est ça. Oui. Alors, il est 59. Ah, ou bien c'est le carême là qui fatigue les gens. Monsieur, Monsieur Diokro, Monsieur Diokro, Kadiosu. Je pense que il est connecté depuis midi, mais ils sont en train de parler de quoi depuis? Bonsoir, monsieur. Allô? Allô, allô. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Ça va. Vous êtes d'où? Du Togo, du Bénin? Oui, du Togo, du Togo, du Togo. Ah, mes parents du Togo, là. Ah, ah, À ma belle Eh, famille. ah, il, la il, belle il, famille, hein? il faut dire, on va faire les cérémonies en même temps. Mais en fait, c'est ça, on doit faire cérémonie là plus vite, vite, parce que finalement, là, c'est ça. Ça veut dire que si on me dit il n'y a aucun pays, il sait au moins qu'il y a Togo et puis Algérie, les deux pays là. Si on dit il n'y a pas de pays là, les deux là sont là. Non, il y a après Togo et après Algérie. D'accord. Donc, il y a le Togo et ensuite il y a l'Algérie. Non, le Togo, après le Togo, après le Togo et après l'Algérie. C'est-à-dire que le Togo vient, puis Viens, ensuite. viens, viens, viens. D'accord. D'accord. Ah, mais il y a RDC qui est connecté, hein, je crois. Monsieur Blaise, bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Ça va. Ah, Hmm, et vous, comment ça va chez vous? ça va très bien, on est là? D'accord. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, je De pense votre que... côté, Vous dites? de votre côté aussi? Ben écoutez, ça va. Je suis un peu malade. J'ai des douleurs, je ne sais pas quoi, dans la tête. Je ne me sens pas très bien. Le médecin dit que je ne m'alimente pas bien, que je ne me repose pas. Donc, normalement, on m'a dit de rester couché aujourd'hui. J'ai dit, moi, j'ai ma session. Je vais dormir après ma session. Donc, Mes compassions vraiment. mhm. Oui, oui. Donc, je vais dormir après ma session. Donc, c'est dire que c'est après la session que je vais me coucher. Mais bon, moi, j'aime bien nos sessions parce que ça m'apporte aussi beaucoup de choses. Ouais, ouais. Mhm. Hmm. Donc, je pense qu'à cause du carême, on ne va pas trop traîner. Les retardataires nous prendront en cours de route. Donc, Ethan, on va démarrer. On va démarrer. Ok, Ok. Donc bonsoir à tous. Bienvenue à cette session 24 du programme Éco e-santé Afrique francophone. Alors, là, c'est la semaine dernière, on a parlé d'IA. C'était une session vraiment interactive, les gens ont participé. Mais on a un problème lorsqu'on conçoit une solution numérique, c'est le modèle économique. Comment on gagne de l'argent avec une solution numérique, aussi belle soit-elle, aussi intuitive soit-elle, comment on gagne de l'argent, comment on amène des partenaires à venir vers nous pour financer ou pour nous accompagner dans notre projet, ou bien nous-mêmes, comment on gagne de l'argent avec. Et c'est ce débat-là qu'on va essayer d'avoir ensemble ce soir pour trouver des pistes, des solutions pour pouvoir avancer. Alors, le débat avait déjà commencé lors du bootcamp e-santé Afrique francophone. Donc, on en a parlé. Le groupe de travail qui était dédié à cette thématique-là a travaillé dessus, a essayé de trouver des solutions ou des débuts de solutions. Ils ont fait des rapports, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour en reparler. Et ceux qui n'étaient pas présents lors du bootcamp e-santé francophone ou qui n'ont pas pu participer pourront donner leur avis sur la question.
qui est une question centrale. Donc, juste après moi, la présentatrice va donner, Madame Corinne va donner une idée globale du thème, il va donner son avis. Et après, c'est vraiment interactif, on va participer, chacun va donner son avis. Alors, pour prendre la parole lors d'une session écoute, il faut lever la main, il ne faut pas interrompre l'autre. Je pense que pour les autres, c'est une répétition. Il faut lever la main et physiquement ou utiliser le chat, activer sa caméra si c'est possible et parler dans la bienveillance, pas attaquer l'autre, respecter les arguments des autres. Ensuite, la session est enregistrée. Donc, après, il y aura un replay pour ceux qui ne seraient pas connectés ou qui auraient manqué des étapes ou des échanges, certaines parties d'échanges à cause de la connexion ou parce qu'ils sont occupés à côté. Il y aura un replay. Et il y aura aussi un certificat qui sera délivré. Donc, je vais mettre un formulaire dans le chat pour ceux qui veulent avoir un certificat lié à leur participation, 3 sessions sur les groupes de travail ici du bootcamp. Donc, il y aura un lien dans le chat, vous remplissez et après, vous aurez vos attestations liées à votre participation. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à la facilitatrice pour qu'elle puisse lancer les débats et puis que tout le monde puisse donner son avis. Donc, moi, c'est tous et je suis dans le chat au cas où il y a des problèmes techniques et autres. Merci. Merci, Ketan. Merci C'est bon. pour la coordination. Merci infiniment pour la coordination et la technique. Je t'envoie déjà mes cœurs. Merci beaucoup. Bonsoir à tous qui nous prenaient en cours. Bonsoir à tout le monde. Peu importe la position géographique et peu importe le fuseau horaire, en fonction de surtout ceux qui se connectent depuis le Canada ou ceux qui fait tôt. Aujourd'hui, on va poursuivre, comme Ketan l'a dit, la dynamique du bootcamp avec les groupes de travail consacrés au modèle économique et au financement en santé numérique. Donc, on va dire que l'objectif n'est pas théorique, l'objectif est très simple. Voilà. Désolée, hein, j'ai coupé le son. Donc, je disais qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas théorique. L'objectif est simple. Comment structurer un modèle économique qui sera viable en santé surtout? Comment financer durablement nos innovations? Comment éviter que nos projets restent que des pilotes? Alors, on va faire une petite restitution synthétique des travaux qu'on a eus, je pense, lors du bootcamp dernier. Je vais déjà lire les restitutions. Et puis, si certains ont quelque chose à rajouter en plus des restitutions, vous pouvez prendre la parole pour pouvoir en rajouter, mais je lirai les restitutions qui ont eu lieu la dernière fois. C'est un résumé quand même. Donc, le groupe de travail est parti d'un constat très fort. Le financement est aujourd'hui le principal frein de la transformation numérique en santé en Afrique, surtout Afrique francophone. Le premier constat, il y a une forte dépendance des bailleurs. Il y a une forte dépendance des bailleurs. Beaucoup de projets dépendent d'appels à projets, de financement ponctuel, de coopération internationale. Et en conséquence, ça crée qu'il y a une instabilité, il y a une instabilité et impossibilité de planifier. Et puis, les alignements sur les priorités des bailleurs pèsent plutôt que les besoins locaux. Deuxième constat, on a parlé du syndrome du pilote. Les phases pilotes sont souvent financées, mais la phase de déploiement à grande échelle ne l'est pas. Donc, ce qui crée comme résultat que les projets sont bloqués, les solutions sont non intégrées, et puis on finit par rentrer dans une perte d'énergie véritablement. Troisième constat, le modèle économique est assez fragile. Il y a beaucoup de projets, ils sont nombreux, mais les projets n'ont pas de modèle économique assez clair, sont dépendants des subventions, ne sont pas adaptés à la capacité de paiement local, si je peux dire ça. Et ça crée en fait une fragilité, pardon. Je vais dire que ça fragilise en fait la crédibilité du projet. Quatrième constat, on a parlé du PPP, peu structuré, des partenariats privés-publics. Il y a un manque de cadre clair et ça crée vraiment beaucoup de méfiance et ils ne sont pas suffisamment très équilibrés. Et le cinquième constat, on parlait des déficits de compétences financières, c'est-à-dire le manque de business plan solide, le manque d'indicateurs d'impact, le manque de culture du reporting et puis la capacité de gestion financière. Donc, pour conclure, on va dire que le groupe a estimé que le financement ne doit pas être vu comme un simple budget,
mais il doit être vu comme un levier stratégique, un outil de financement, un mécanisme structurant de gouvernance, on va dire ça. Donc, voici un peu le résumé qu'a eu à faire les différents groupes de travail lors des sessions. Je ne sais pas si, avant que je ne passe à autre chose, il y a des ajouts qu'on voudrait essayer de faire au niveau du groupe de travail. Eric, as-tu eu quelque chose dans ce cas de figure ou encore Assia, tout le monde? Vous pouvez lever la main et puis prendre la parole. Allô, ok, ok, la caméra, ok. Oui, Allô, oui, oui. ok. Oui, c'est ça. Ben, écoute, moi, peut-être le point que j'ai voulu peut-être ajouter, peut-être tenir compte de l'environnement économique dans lequel nous allons évoluer. Parce que qu'on soit en France, c'est pas la même chose. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Qu'on soit ouais, en Algérie, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut qu'on tienne compte aussi de l'environnement économique dans lequel on va évoluer. D'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un ajout à faire dans les éléments de restitution qui ont été donnés tout à l'heure? Monsieur Blaise, Monsieur Mourou, Assia, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Alors, donc si on est d'accord tous sur les éléments liés à la restitution, moi je veux qu'on va commencer à placer à des questions pour lancer vraiment les échanges autour. Il y a eu pas mal d'éléments qui ont été mis en ligne de compte. On va aller peut-être par des cas très précis, après on va revenir. Très simple, ce serait de savoir, je sais qu'il y en a certains, mais je poserai quand même la question, qui a déjà monté un projet de santé qui a manqué de financement? Qui a déjà, je ne sais pas, Eric, est-ce que tu as déjà monté un projet qui a manqué de financement? On a Blaise qui est là, on a Asia. Ok, ok, Oui, Eric. ok. Ben, pour la petite expérience que j'ai, ben, peut-être mon cas va pas être le même cas général. C'est sûr que pour le projet que moi j'ai monté, je suis parti sur le principe que je ne m'attends pas forcément au début à un financement externe. Je suis parti sur fonds propres. Et les D'accord. personnes avec lesquelles je travaillais sur le terrain, c'est sur fonds propres. Mais pour être très honnête avec vous, c'était pas le financement n'est pas vraiment le problème pour moi, mais c'est les personnes avec qui je vais travailler qui est pour moi le problème. Parce que je m'attendais dès le départ, j'ai dit, écoute, je suis un privé, au début, je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas vu la réalité de ma solution, n'a pas vu mes preuves, va vouloir injecter de l'argent dans mon projet. Donc, vous avez déjà monté un projet déjà qui a manqué de financement déjà. Euh, Maintenant, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, euh, est-ce que ça a bloqué le projet? Et si ça a bloqué le projet, pourquoi ça a bloqué? Est-ce que c'est à cause du modèle économique, l'appui institutionnel, ou est-ce que c'est parce que c'était trop dépendant d'un bailleur? Asia, par exemple, votre projet, est-ce que votre projet, sans financement d'un bailleur, est-ce que votre projet pourrait avancer ou il faut forcément un financement d'un bailleur pour que votre projet puisse voir le jour? Eh ben, bon, moi, au niveau où je suis, tu as bien vu la plateforme où elle est, ben, j'ai aucun financement, rien du tout. Le seul investissement, ça a été l'achat du domaine par mon frère. On a acheté le domaine pour 2 ans, Wix, mais il n'y a eu aucun financement. Et moi, il faut être un peu sérieux, c'est que on peut pas aller voir des investisseurs avec un projet comme le mien qui n'est pas encore assez finalisé, qui n'a pas de clients, qui n'a pas de potentiel client, même si c'est un projet qui va, normalement, il est assez prometteur.
Mais je me vois mal aller avec mon petit projet là comme ça, voir un investisseur, lui dit voilà, j'ai besoin de temps, investissez votre temps, votre argent et tout. Il va me dire oui, mais d'accord, mais est-ce que tu as un client? Est-ce que tu as des clients qui sont inscrits sur ta plateforme? Est-ce que tu as... Donc c'est un peu difficile de... Moi, je me mets à la place des investisseurs. C'est un peu difficile d'avoir un financement alors que le projet n'est pas encore bien mûr. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de financement et pour l'instant, je pense pas que ce soit encore le moment d'avoir un financement. Et comme tu le vois, ça n'a pas bloqué, ça m'a pas fait arrêter dans le travail. Je travaille toute seule. J'ai ni équipe de développeurs, ni rien du tout. Je fais à mon rythme, petit à petit, puis voilà, hein. J'ai eu quelqu'un qui me dit, viens avec nous pour de l'accélération, il faut payer. Je lui dis comment? Moi, j'ai besoin d'investisseurs et de financement, je vais payer. Je peux pas payer. À ce stade, je payerai pas. C'est pas logique. Il faut être cohérent. Voilà, c'est tout. Allô? On ne t'entend pas, Corinne? Le micro de Corinne est fermé. Ouais, On ouais. n'entend pas. Pardon, désolé, Mhm. désolé. Alors, Hichem, j'ai vu Hichem qui nous a rejoint. J'ai envie de lui poser la question. Hichem, bonsoir. Bonsoir, salut, vous allez bien? Voilà, on parlait de financement projet. On demandait déjà, est-ce que, je posais la question, qui a déjà eu un projet qui a été financé ou parce qu'il n'a pas été financé, il a été bloqué. Et là où on est arrivé, là, c'était de savoir, est-ce qu'on peut déjà penser financement d'un projet au stade idéation? En réalité, le financement, il peut intervenir à tout moment, parce qu'il y a financement et financement. C'est quoi le financement? Le financement, il est là pour faciliter une accélération. C'est un vecteur de développement d'un projet. Hum, Donc, euh, donc, on peut en avoir besoin, comme certains en ont pas besoin, parce qu'ils peuvent avoir des ressources, ou avoir des développements économiques qui leur permettent dès le départ d'être autonomes. Donc oui, dès le départ, c'est possible. D'ailleurs, il y a des VC, des ventures, des fonds d'investissement, des acteurs du financement qui sont spécialisés par phase, selon les phases. Il y en a, ils sont au niveau de l'idéation. Il y en a, ils sont le early stage, au début. Il y en a, ils vont aller sur les séries A. Il y en a, ils vont sur les séries B, etc. Et en réalité, cette partie-là, c'est vrai, très critique. Après, la partie financement peut intervenir à tout moment. Mais il faut bien choisir qui finance, par quel programme et quel est le contrepoids de ce financement. Parce que si c'est pour avoir un financement qui est en réalité pas si important, mais qui facilite, mais qu'à la finale on se retrouve avec quelqu'un ou une structure qui a 30%, 40% départ, on se retrouve avec un bagage en réalité très très lourd à apporter, c'est pas intéressant. Par contre, s'il y a des équilibres où on a des programmes réellement d'accélération qui peuvent vraiment accélérer, qu'il y a des pipes, pour passer à l'échelle, là, ça devient intéressant. Mais il faut évaluer les canaux de financement. Qui est l'interlocuteur ou l'organe interlocuteur? Qu'est-ce qui a, quelles sont ses références en termes de projet, pas en termes de quantité, mais en termes de projet. Projets livrés, start-up qui sont devenus des entreprises, parce que start-up, qu'on est encore une start-up, bon, ben, on est encore en mode échec, parce que le modèle de la start-up est un modèle d'échec, jusqu'à ce qu'on devienne, lorsqu'on scale, lorsqu'on passe à l'échelle. Donc, il faut arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup de vigilance aussi, pas être naïf, apprendre beaucoup de choses, apprendre. L'équipe est très important, très important. Donc, il faut constituer l'équipe, c'est pas forcément dès le départ. Donc, il y a trois dimensions pour un projet. Ceux qui connaissent, la personne ou les personnes qui connaissent le sujet du projet, là où les personnes qui sont capables de réaliser l'outil ou la solution qui va faire le projet, et là où les personnes qui peuvent faciliter le passage à l'échelle. S'il manque une des dimensions, c'est bancal. Donc, il faut, voilà, et pareillement, lorsqu'on est challengé par des investisseurs, des industriels, lorsqu'ils sont durs, c'est qu'ils sont réels. C'est souvent le cas en tout cas. Ceux qui parlent trop avec des cœurs, déjà ils vont pas financer, ou alors ils vont financer simplement pour prendre la moitié de la société et pour tuer le projet dans l'œuf. Donc il faut faire très attention à ça. Pareil pour les hackathons, tout ça. Il y a beaucoup de hackathons qui ne servent pas la communauté et l'écosystème, contrairement à ce que vous avez pu, ce qui avait été réalisé avec le bootcamp. On a vu vraiment un écosystème embarqué. On voit la différence, on protège les projets, on protège les initiatives et on les valorise. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer, étudier et avancer.
Mais le modèle économique, c'est crucial. Et le modèle économique, c'est pas un PowerPoint, c'est pas un tableau Excel, hein. Le modèle économique, c'est le chiffre d'affaires. Donc, le temps qu'on n'a pas de modèle économique avec un chiffre d'affaires, on n'a pas de revenus ou moyen de valoriser au niveau financier, c'est que le modèle économique n'existe pas encore. Ça reste un rêve. Donc, il faut le construire. Merci, Hichem, pour ton intervention. Et ça tombe bien que tu sois là parce que justement, la prochaine question c'est, que je pose à tout le monde, franchement, est-ce que un projet de santé numérique doit être rentable? C'est une question que je pose. Oui, non, ça dépend. Pourquoi? Moi, j'ai envie de poser la question. Parce qu'on est dans la santé, est-ce qu'un projet de santé numérique doit être rentable? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Si ça dépend, pourquoi? Mais vraiment, c'est libre, ouvert à tout le monde. Je vais répondre rapidement pour pas vous déranger, enfin, pour pas monopoliser la parole, mais il faut définir la rentabilité. C'est quoi le ROI? C'est retour sur investissement ou retour sur impact? Ça peut être les deux. Et pour les plus, et en tout cas dans la santé, il faut que ça soit les deux. En tout cas, c'est certain que pour pérenniser une activité, s'il n'y a pas de source de financement, il n'y a pas de modèle économique, l'activité ne peut pas durer. Parce que les ressources, les personnes, il faut les payer. Les serveurs, les data, en tout cas dans la santé digitale, il y a des frais. Donc il faut qu'il y ait un modèle économique. Donc ça, c'est important. C'est le prix de la responsabilité d'un projet, du leadership d'un projet. Parce que lorsqu'on passe à une certaine échelle pour de l'impact, il faut qu'il y ait une réalité en termes de modèle économique, mais aussi au niveau du modèle d'impact et que les deux soient corrélés par des fortes valeurs éthiques en termes de gouvernance et en termes de leadership de projet et même au niveau de l'écosystème. Donc, pour moi, la rentabilité, il faut la définir. Chacun la définit. Il y en a, ils vont définir que au niveau financier. Je vais vendre les données au pharma. Euh, et d'autres vont vraiment englober ça avec le côté éthique, valeur, écosystème. Et on peut travailler avec les pharma, bien entendu, mais on peut aussi travailler vraiment en partenaire et non pas uniquement en revendeur. Il faut créer de la valeur, la protéger, la valoriser et encore une fois, chercher à valoriser l'écosystème. D'accord. Merci beaucoup, Hichem. Valérie, peut-être que tu es au travail, mais j'ai envie de poser la question, toi qui es dans le secteur de la santé, pour toi, est-ce qu'une solution de santé numérique euh, devrait être rentable? Si oui, non, peut-être, pourquoi? J'ai envie d'avoir un retour de quelqu'un qui est dans le secteur de la santé. Ah, ben, merci Corinne. Bon, en fait, ici, moi, c'est vrai, je suis dans le domaine de projet. Effectivement, toutes nos activités, que ce soit sur des projets sur telle pathologie, ben, écoutez, tout, on a besoin forcément de financement, hein. On a besoin de financement parce que les financements, et puis surtout des financements extérieurs. Voilà, des financements extérieurs parce qu'au début, bon, il faut dire qu'on se rabattait aussi sur l'État par rapport à certains projets, sur telle pathologie ou que l'État ne peut pas. Et bon, arrivé un moment, vous savez, depuis la fermeture de l'USAID, là, bon, écoutez, C'est ça. ça a vraiment des sur plusieurs projets au niveau en Afrique, ben, surtout en Côte d'Ivoire ici, hein, bon, voilà. Donc, maintenant, il faut se penser sur certains ONG américains qui, pour pouvoir réaliser certaines activités. Ben, donc, vraiment, c'est lent. Et puis, bon, et puis encore, avec ça, il faut la sélection de certaines activités prioritaires. Donc, quand je parle d'activités prioritaires, ça dit souvent, bon, il y a un planning des activités qui sont là pour une pathologie, par exemple, ben, il faut véritablement faire une sélection dans l'urgence. Par exemple, un traitement, je peux prendre un exemple. On peut dire, bon, un traitement, c'est un traitement sur une maladie. Bon, voilà, ça peut être prioritaire. Et peut-être que des activités d'évaluation. Bon, voilà, donc je pense que le financement, c'est vraiment important. À défaut de financement, on n'arrive pas véritablement à tout faire nos activités. Donc, vous voyez, donc je pense que le financement, c'est très important.
pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Valère. Merci. Et donc, ça revient à la question que je souhaite poser. La prochaine, c'est qui doit payer pour les solutions? Qui doit payer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est les assurances? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est les télécoms? Je laisse vraiment Non, à répondre. Qui doit payer pour une solution? ah, allô? Oui, Bon, oui, ben, moi, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, le système sanitaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bon, sorte que si on remet au patient, si un patient, quand on lui parle d'argent, bon, écoutez, ils sont sceptiques, hein, voilà, ils sont réticents. Donc, celui même qui doit payer, même, il faut trouver des partenaires. Il faut trouver, voilà, il faut trouver, c'est-à-dire que quoi, il faut que le partenaire il apprécie notamment le projet, il voit l'importance, l'intérêt au niveau de, voilà. Puisque bon, si c'est quelque chose qui est santé publique, voilà, donc il faut qu'il voit notamment l'importance pour pouvoir financer. Sinon, si c'est le patient ou bien l'État, bon, moi je pense que ça sera un peu compliqué, quoi. Voilà, d'accord. Merci, Valère. Donc, pour vous, il faut voir des partenaires. c'est ça. Mais après, juste pour vous prendre parole, après, quand on prend des partenaires, on a eu l'exemple de l'USAID tout à l'heure, hein, qui, quand ça Oui, fermait, pas mal de projets sont tombés à l'eau. c'est Parce que même ça. si on prend des partenaires, on ne peut pas s'assurer qu'il y ait une certaine pérennité, essayer de voir, parce que les partenaires, souvent, on a vu des entités qui avaient, moi j'ai vu des entités qui recevaient près de 300 000 $ chaque année, pendant près de 5 ans, mais en 5 ans, ils n'ont pas pu asseoir un modèle économique qui ferait, pérenne, qui ferait que dès lors que l'USAID a fermé, tout est mort en même temps. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir des systèmes mixtes? Est-ce qu'on va toujours compter partenaires? Bon, à mon avis, c'est vrai, les structures bien, bon, ça peut être, les gens sont en train de notamment se pencher aussi au niveau du gouvernement parce que, effectivement, tu as parfaitement raison. Les partenaires, il faut dire qu'arriver un moment aussi, bon, c'est compliqué, mais ils, ils cherchent à se décharger aussi, ils cherchent à faire le relais en fait. Voilà, un relais, ça dit que quoi, passer, comment on appelle, là-bas le gouvernement, bon, voilà, bon, voilà. Mais je pense que si déjà c'est un point de début, si il y a, comment on appelle, un financement extérieur, moi je pense que, et que peut-être au fil du temps, au fur et à mesure, un peu, bon, si c'est connu, les choses sont réalisées, bon, voilà, peut-être à moitié autre. Bon, je pense que, voilà, il peut y avoir un relais et puis, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci Valérie. Euh, Dr. Joyce, je ne sais pas si elle est toujours en route, si elle souhaite répondre, ou bien on va attendre qu'elle se pose. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Qui doit payer? On a eu la réponse de M. Valère tout à l'heure. Pour lui, c'est les partenaires. Et puis, on va essayer de voir comment compléter, mais déjà les partenaires. Je pose la question. On a Aminata Diop. On a Aminata, bonsoir. On a Moufé, bonsoir. Ensuite, on a Blaise. On a Frédéric. Je pose la question, elle est ouverte à tout le monde. Qui doit payer pour une solution? Docteur Joyce, si vous pouvez aussi, vous pouvez répondre si le trafic vous le permet. Qui doit payer pour une solution de santé numérique? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les partenaires? Est-ce que c'est les patients? Qui doit payer concrètement? La question est vraiment ouverte. Eric Traoré, pour vous, la solution que vous avez mise en place, qui devrait payer pour elle? Ah, Monsieur Blaise, Ok. allez-y. Ok. Merci, Madame Corinne, pour la parole. Selon d'abord les approches, disons, utilisées au moment de l'exécution ou soit même de la conception, tant que c'est un projet sanitaire quand même dans le domaine de santé, on demande souvent. euh, il y a le projet, mais vous devez avoir d'abord de petits moyens qui vont vous permettre d'abord de lancer le projet et puis je crois que le partenaire va arriver après, mais avec le résultat qui était en train d'amener sur
terrain, avec les résultats qui sont mesurables, ça va permettre à eux aussi qu'ils puissent réagir. Donc, selon ma proposition, je pense bien que c'est l'organisation en question, soit la personne lui-même qui doit donc financer, et puis les autres vont, disons, vont accompagner l'initiative. Donc, il y a le malade, il y a le partenaire, il y a aussi les gouvernements, puisque c'est une question vraiment qui touche la communauté. Tout le monde va agir et au moment où ils vont agir maintenant, il y aura toujours maintenant l'amélioration. Et s'il y a d'autres communautés qui n'ont pas encore rejoint, disons, le structure, ils vont aussi s'intégrer. Ça, j'ai comme idée. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Eric, je crois que vous avez quelque chose à dire, vous. Oui, oui, oui. En fait, la réponse que je vais donner là, en fait, pas qu'elle était influencée, mais je vais dire que M. Hichem a plus ou moins donné une réponse. En fait, quand on met une solution numérique en place, quel est l'impact qu'on veut? Est-ce que c'est un impact économique qu'on veut avoir ou bien c'est un impact social que nous voulons avoir? Moi, par exemple, dans mon cas, c'est plus l'impact social parce que je tiens compte de l'environnement économique. Parce que je prends exemple là, dans l'environnement dans lequel moi je vis, dire à quelqu'un de payer 5 dollars par mois, ce n'est absolument rien. Mais dans le contexte africain dans lequel ma solution opère, demander à quelqu'un de payer même 1 dollar par mois, ça peut être un peu difficile. Alors, je, je me dis, OK, si c'est un impact social que je vais avoir, est-ce qu'avec les moyens financiers que j'ai, est-ce que je suis capable de couvrir au moins les charges d'exploitation? C'est-à-dire tout ce qui est comme employé qui travaille avec moi pour, enfin, pour porter la solution, tout ce qui a comme les frais et hébergement et autres. Donc, par rapport à la solution que nous avons, la solution est à 100% gratuite. Enfin, je vais prendre un exemple par rapport à une solution que nous avons mis en place. La solution, elle est 100% gratuite pour les utilisateurs. Alors, comment nous, on se rémunère en arrière? On s'est dit, si on a 1000 utilisateurs, 2000 utilisateurs ou 3000 utilisateurs, alors on a un modèle économique qui vient, qui dit, OK, est-ce que ces informations-là que nous avons, est-ce que nous pouvons d'une manière ou d'une autre, chercher à se faire rémunérer par rapport à cette information? Je prends la solution, par exemple, Fleur de vie voilà, disons qu'on a mis à la disposition des jeunes filles pour pouvoir suivre les cycles menstruels et voilà, et autres. Voilà. Après, on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut aller voir des fournisseurs, des entreprises du privé à qui on va dire la plateforme que nous avons, il y a 1000 jeunes filles qui l'utilisent, 2000 jeunes filles ou 3000 jeunes filles qui utilisent, mais voilà un canal que nous vous offrons pour venir faire de la publicité sur le produit que vous vendez. Par exemple, des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Et quand la jeune fille, c'est sur la plateforme dans laquelle nous avons, elle voit que, ben, écoute, j'ai besoin d'acheter, par exemple, des serviettes de toilette hygiéniques. Ben là, en ce moment-là, puisqu'il y a des sociétés qui sont référencées sur la plateforme, donc, vous voyez plus ou moins le modèle économique que nous avons. Parce que c'est de l'impact social que nous voulons avoir. Parce que ce qui nous a poussé à vouloir créer cette solution, parce qu'en arrière, nous nous sommes dit, le décrochage scolaire en Côte d'Ivoire est généralement dû au fait que ben, les jeunes filles tombent enceintes parce qu'elles ne maîtrisent pas bien leur cycle. Donc, le modèle économique, vraiment, pour moi, il dépend vraiment de l'impact que nous voulons avoir. D'accord. Merci infiniment à toi. Qui paye? Monsieur Harding s'est connecté. Lui, j'avoue que je le réveille très chaque fois avec les sessions qu'il est excusé pour ses retards. Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. On posait la question tout à l'heure, donc Oui, D'accord. oui, bonjour Corinne, tout va bien. Bonjour à tout le monde. Désolé de vous prendre en Non, retard. on a l'excuse du fait que les mercredis, vous êtes le papa qui gère les charges. Donc, on a compris le message. Merci.
Merci, c'est gentil. La question qu'on est en train de poser, c'est qui paye pour une solution? Vous avez mis une solution, vous, en place. Pour vous, quand vous étiez en train de la mettre en place, qui devrait payer? Qui paye pour vos solutions? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les partenaires? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est les assurés qui payent exactement, selon vous? Alors, j'ai du mal à comprendre, enfin, j'ai pas compris toute la question. La question, Ça a c'est, bugué un aujourd'hui, moment vous donné. avez développé une solution. Qui, pour vous, doit payer pour une solution de santé numérique? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les patients? Est-ce que c'est les assureurs? Est-ce que c'est les professionnels de santé? C'est les cliniques? Ou encore des bailleurs? Qui doit payer? Alors, moi, dans mon modèle économique, j'ai porté la charge sur les médecins, d'accord? Parce que, alors, quand je parle de Kiké met en relation les médecins et les patients. Et Kiké va permettre également que les patients puissent payer leur facture médicale en ligne. De même que ceux qui sont à l'étranger, qui ont des familles en Côte d'Ivoire, pourront payer leur facture médicale depuis l'étranger. Et pour cela même, il y a une formule où ils peuvent peut-être parfois payer en plusieurs fois les frais médicaux de leurs parents, parfois, parce que parfois, les factures sont très élevées. Donc, nous, on a trouvé que l'intérêt, et en plus avec les médecins qui étaient en collaboration, ils ont trouvé que c'était intéressant de porter la charge aux médecins parce qu'on leur fait d'abord accroître leur patientèle d'un côté, de l'autre côté aussi, c'est une visibilité. Et que si on devait payer aux patients, ce serait une charge supplémentaire aux patients qui déjà peine à payer les factures médicales. Donc, pour le patient lui permet d'avoir au moins accès aux soins, c'est intéressant que ce soit le médecin qui puisse payer la facture. Et encore, c'est pas une partie en elle-même, c'est juste que le médecin, il paie un abonnement pour pouvoir être visible et pouvoir avoir accès à des patients sur une plateforme qui est ouverte enfin, aussi bien à l'international qu'au national. Et, mais si on veut pousser la réflexion plus loin, je pense que l'État aussi peut subventionner ce genre de services parce que il y va en fait de la sécurité nationale. Dans certains pays, la santé, c'est une priorité nationale parce que c'est aussi un risque pour la population. Donc, une population qui est en bonne santé, il y a un intérêt économique derrière. Imaginons qu'il y ait un taux élevé de jeunes qui sont pas actifs parce qu'ils sont On a perdu, monsieur. Oui, allez-y. intéressants aujourd'hui. Donc, je disais que, imaginons que un bon nombre de jeunes, jeunes gens ou jeunes adultes, n'est pas disponible du fait d'un problème de santé, ça impacte forcément le modèle économique du pays, ça impacte forcément la vie économique du pays. Donc, il y a un intérêt pour l'État de veiller à ce que la population soit en bonne santé. Donc, ça peut être aussi en partie subventionné par l'État et par les acteurs, en fait, de l'économie en général, en fait. Comment dirais-je, l'employeur a intérêt que son employé soit dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, sa santé va impacter, en fait, ses performances. Bon, je vais faire aussi un écart. On parle de loyer, logement cher en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais un employé qui a des problèmes pour se loger, pour se loger décemment, ou pour accès au logement, il n'est pas tranquille dans la tête. D'accord? Il est préoccupé par un problème particulier. De même pour la santé. Donc, du coup, les entreprises ont aussi intérêt à ce que leurs employés soient dans de bonnes conditions pour être encore plus performants. D'accord. Donc, si on réfléchit bien, on peut disperser en fait la charge, aussi bien au gouvernement, à l'État, aux employeurs, au secteur du secteur et aussi une petite partie aussi aux citoyens, aux patients. Donc, pour vous, la charge doit être partagée en fonction de l'intérêt de chacun. Il peut y avoir un volet RSE, un volet de l'État, ensuite le patient également pour des services à valeur ajoutée.
Oui, parce que tout le monde a besoin, a intérêt que les jeunes travailleurs, les jeunes employés et même les jeunes en général soient en bonne santé. Chacun a un intérêt, D'accord. donc chacun fait l'effort pour y participer en fait. D'accord, c'est parfait. Merci à vous, monsieur Harding, pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Bon, docteur Diachi, je pense elle est en pleine circulation. Donc, je lui aurais posé la question, mais elle est en pleine circulation. Est-ce que sur ce point, qui paye les soins, on a quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose? Moi, je m'abstiens de pouvoir parler parce que je facilite, donc je ne peux pas pouvoir donner de réponse. Donc, Hichem, vous avez quelque chose à dire? Non? C'est bon, ça va, on est tous d'accord avec celui qui paye. On a eu des avis différents pour tout le monde. Il y a Madame Noufé qui a envoyé une réponse in box et qui a dit ceci. Pour elle, je vous lis son retour. Elle dit pour elle, l'État devrait pouvoir commencer et ensuite demander un peu l'apport des partenaires et du patient. Voilà ce que nous a envoyé Madame Noufé inbox dans le chat inbox. Est-ce que on est de ce que je comprends, je pense que l'État a une force, est beaucoup indexé dans la prise en charge ou on va dire dans le financement des différents actes de soins. Mais est-ce que l'État, à lui tout seul, il peut? Est-ce qu'il ne peut pas peut-être financer les infrastructures stratégiques, payer les infrastructures, les systèmes, tout ça? Et puis, le reste, ce serait les autres acteurs. Je pense que c'est une porte que j'ouvre et puis qui me permet de dire que peut-être plus tard, on reviendra là-bas pour demander. Alors, l'autre question par rapport justement au compte rendu des restitutions, c'est pourquoi la plupart des... Ah, Monsieur Harding, vous avez levé la main. Ah, c'était une question posée totalement ou pas, précédemment ou pas. Non, c'était une question qui avait été posée. Ok. Donc, pour revenir à l'État, comme on disait, désolé, hein, je vais pas prendre temps du temps pour parler, comme ça après. Je pense que l'État peut agir de plusieurs manières. Il y a l'aspect installation médicale, mettre à disposition du public des, des centres, en tout cas un plateau médical qui est quand même aussi avancé. Mais aussi, l'État peut participer de manière différente par les impôts. Donc, peut intéresser les acteurs du milieu, que ce soit bien les médecins, tous les acteurs privés ou autres, par un intéressement fiscal. Donc, il faut encourager ces acteurs-là, en fait, à mettre en place des systèmes d'accès aux soins et en parallèle pourront être parfois, comment tu dis ça, avoir des intéressements fiscaux, en fait. C'est-à-dire des réductions, des abattements, ce genre de choses. Donc, c'est pas que l'État met forcément de l'argent à chaque fois, mais si dans un premier temps, il y a déjà ce qu'il faut au niveau des plateaux techniques, après les restes, intéresser les acteurs pour qu'ils fassent aussi leur part. D'accord, je vois que ce que vous venez de dire a eu l'assentiment, a eu la validation de Dr. Joss qui a mis le pouce pour dire qu'elle valide effectivement ce que vous avez eu à dire tout à l'heure. D'accord, ok, merci infiniment à vous. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est que pas mal de projets sont souvent en pilote, restent au stade pilote. Pour vous, pourquoi la plupart des projets, surtout on parle de l'Afrique francophone, pourquoi la plupart de nos projets restent souvent au stade de pilote? Question ouverte, question posée. Éric Traoré, Hichem, Alors, ben, moi, pour répondre à la question, comme on va dire là, on va se dire les vraies affaires. oui, il faut parler très Voilà, clairement. voilà, c'est ça. En fait, on va pas dire qu'on vient pour être entrepreneur, on va développer des projets si on n'a pas de moyens financiers. En tout cas, c'est dire la vérité. On n'écrit pas un projet parce qu'on espère que le gouvernement va venir en appui. On crée un projet parce qu'on se dit on y croit. Et la seule façon de dire j'y crois à mon projet, c'est que je suis prêt à mettre de l'argent dans mon projet. Mais si on crée le projet parce qu'on a vu une opportunité, on s'est dit que ben il y a le gouvernement qui va venir intervenir, je vais me faire de l'argent, ou bien c'est un projet, je pense que si je le fais comme tout le monde veut devenir entrepreneur, mais là ça va pas fonctionner. C'est là qu'on reste toujours au projet pilote.
On s'arrange à créer un MVP 1 an et on attend que les moyens financiers viennent. À mon avis, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Merci, Eric Traoré. Par contre, moi, pour venir sur cette question, c'est sûr que je me mets neutre, mais je tiens à signaler quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui ont déjà essayé des essais en Côte d'Ivoire. Je parle pour la Côte d'Ivoire et pour le Bénin, parce que c'est les deux endroits où j'ai été sur le terrain, effectivement. Vous savez que vous pouvez avoir tous les moyens pour pouvoir lancer vos projets. Mais il peut arriver qu'après avoir lancé un projet pilote, les résultats sont concluants, vous devez déployer. Vous vous rendez compte, peut-être derrière, je dis peut-être pour ne pas donner des affirmations, en fait, placer les gens dans le vague, sinon j'ai la bonne réponse. Vous vous rendrez compte que derrière, que ce soit l'État, que ce soit des organisations, vont aller récupérer d'autres entreprises pour pouvoir lancer un projet sur lequel vous avez financé tout le pilote. Et ils rentrent avec un gros ticket qui fera derrière que finalement, vous avez fait un pilote, vous avez fait une étude de marché, vous avez déjà positionné tout. Donc, du coup, sur le coup, vous êtes planté. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez être en train de... On a eu tellement de cas. En fait, après de 15 ans dans le secteur, j'en ai tout vu. Vous avez lancé le projet, vous l'avez financé de bout en bout, des établissements équipés. Les résultats sont sortis, vous les avez déposés là où vous devez déposer pour faire les comptes rendus. Et au final, là où il faut, où ça a été validé, qu'il faut vous donner l'accès au marché pour rentabiliser sur le projet pilote, vous entendez dire qu'il y a un contrat qui a été signé avec une entreprise X. C'est sûr qu'on aura des sessions prochaines qui vont parler de souveraineté et de projet made in, on va dire local. Mais on vous dit que c'était signé X quelque part. Vous ne savez pas d'où sort ce prestataire. Vous ne savez pas à quel moment. Souvent même, vous avez l'impression que quand vous lisez son projet, c'est votre projet que vous êtes en train de lire par moment. Donc, je ne crois pas que ce soit une question aussi du fait de ne pas financer parce que déjà développer la solution, c'est investir dans le projet, développer dans la conception, dans l'équipe qui travaille, dans le fait d'imaginer, de quitter de l'idéation à la matérialisation du projet, déjà dans un premier temps. Donc, déjà à ce niveau. Donc, je ne crois pas que, je me dis par moment, est-ce que le pilote n'est pas dû au fait qu'on ne croit pas peut-être, on n'est pas prêt à, enfin, je cherche la bonne expression pour ne pas être assez dur, mais est-ce que ce n'est pas simplement parce que, bon, on a fait le pilote, on est découragé parce que tout ce qu'on a investi en termes de financement, ce qui devait nous revenir est parti de l'autre côté. Que ce soit l'État, il va aller financer quelqu'un d'autre. Souvent même, les partenaires qu'on inclut dedans vont développer leur propre solution. Moi, j'ai travaillé pour une assurance qui m'a dit, voici ce que je veux faire. Dès lors qu'on a fini, on a implémenté, tout était bon, le pilote était correct. Pendant qu'on était en train de faire, ils regardaient le process, ils allaient développer leur solution e-santé pour coupler à leur assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Hichem qui a levé la main. Oui, bon, oui, c'est très intéressant. Bah, d'autant plus que ce genre d'exemple sur le passage à l'échelle, lorsque des pilotes sont travaillés, souvent il y a des, bon, il y a des histoires ça c'est pas très fair play, il y a du contournement. En plus, avec certains opérateurs, même s'il y a des clauses de non-contournement, de confidentialité, eh ben, ils s'arrangent sur les procédures parce que bon, les procédures sont très longues, et les démarches sont pas claires non plus. Et l'autre chose qui est importante, c'est que la plupart du temps, ces projets-là qui bypassent les projets légitimes, qui ont fait l'expérience, qui ont saigné, qui ont transpiré, qui ont fait des erreurs, mais qui, avec ces erreurs, ont créé de la richesse et de la valeur, eh ben, ils trahissent l'esprit du projet initial, du concept, et à la finale, le projet qu'ils ont choisi n'atteint pas ces objectifs. En tout cas, il n'a pas d'impact sur le terrain. Il n'y a pas de déploiement et d'appropriation au niveau de l'écosystème. Donc, il y a plusieurs exemples de ce type sur le continent. Il n'y a pas que sur le continent, d'ailleurs, même à l'international. Et effectivement, le passage à l'échelle, c'est un enjeu majeur, cette articulation-là. Et c'est pour ça que le modèle économique, il faut lui penser dès le départ, effectivement. Et les projets pilotes et le passage à l'échelle sont des articulations sur le continent, les axes où on doit travailler beaucoup, beaucoup. Le modèle économique, la maturité technologique, qui est souvent questionnée, parce qu'il faut se challenger par rapport aux meilleurs process. L'ergonomie, et pas l'ergonomie du technologue qui l'a créé de son côté, mais l'ergonomie pour le marché, pour l'écosystème, pour développer une communauté. Donc l'ergonomie, c'est pour avoir une grande communauté, c'est pas pour plaire aux 3-4 fondateurs du projet.
Donc, et toujours de l'humilité au cours de tout ça pour qu'il y ait une communauté qui grossisse. La communauté qui grossit, la communauté qui échange, ça veut dire qu'il y a de la valeur. Et valoriser la valeur. Valoriser la valeur, c'est toute une ingénierie qu'on doit apprendre à s'approprier, ne pas déléguer, trouver des bons partenaires. Il y a des pipes, mais il faut valider les bons KPI, les bonnes métriques d'impact et de suivi de projet pour passer à l'échelle. Et lorsqu'il y a des écosystèmes où on sait que les dés sont pipés, où ils fonctionnent comme des casinos, ben, il faut aller sur d'autres programmes, d'autres modèles, et revenir. Et on peut revenir, c'est un peu rigolo avec ce jeu-là, avec certains types de partenaires qui sont plus gros que les partenaires qui ont triché. Et là, se retrouver en rapport de force et pouvoir y aller de manière tranquille et efficace surtout. Parce que nous, notre enjeu, ben, c'est d'avoir de l'impact en réalité. Même si on veut effectivement développer les activités, avoir une réalité économique, être performant, tout ce qu'on veut, on veut avoir de l'impact surtout. Parce que sinon, on aurait choisi d'autres secteurs. Parce que faire de l'argent, on peut le faire ailleurs. Mais, euh, mais ça, c'est un enjeu qui est crucial et majeur. Et l'élément fondamental, c'est l'écosystème. Qu'il y ait une culture de l'écosystème, dans l'écosystème au niveau du modèle économique, au niveau de la pratique éthique, et que ça soit pas que des mots, et que ça soit défendu à très haut niveau. Et à très haut niveau, c'est pas la haute direction. La très haut niveau, c'est au niveau de la communauté de l'écosystème. C'est là, lorsque l'écosystème va défendre ces valeurs-là avec force, c'est des valeurs technologiques, hein, souveraineté, oui. Effectivement, il faut de la souveraineté au niveau des données et compagnie, mais encore faut-il avoir les moyens de cette souveraineté-là. Et là aussi, ça passe par l'écosystème, ça passe par la formation. Parce que même si on a les moyens d'acheter les grands data centers, est-ce qu'on a les ressources humaines pour la maintenance poursuivie, pour pas dépendre encore de l'extérieur? Donc tout ça, c'est de la formation. On a tout ce qu'il faut en Afrique pour le faire. Tout. Maintenant, la clé fondamentale, c'est l'humilité, se challenger et construire pas à pas l'écosystème, comme ce que fait Echo et toutes les parties prenantes qu'il y a. Se dire les choses. On a le droit de pas être d'accord, encore une fois, mais le modèle économique, c'est vraiment très, 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 très important. Le passage à l'échelle, c'est un défi monstrueux, très important. On peut l'approcher, on peut l'atteindre, mais en fonctionnant en écosystème embarqué, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est très, très fatigant d'être trahi au niveau des projets lorsqu'on travaille pendant longtemps et en fait, on tombe des nues, hein. Pour nous, ça dépasse l'entendement parce qu'on est censé être dans la même équipe, on travaille sur des projets pour la santé, pour notre pays, pour notre continent. À la finale, on nous trahit pour des calculs qu'on n'arrive même pas à capter. Et à la finale, pour qu'un projet, ils vont le vomir parce qu'ils vont même pas savoir le faire. Et pour un des exemples que je connais très bien, le projet, il a fait shit. C'était un projet apporté. Simplement, ils ont été positionnés par des lobbies à 2 balles. Et enfin, pas à 2 balles, parce que sinon, ils seraient pas assez loin, mais c'est plus que 2 balles. Mais à la finale, qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas l'application. Par contre, les solutions légitimes, ben, ce sont les acteurs légitimes qui sont sur le terrain. Toi, tu es sur le terrain, les angles autour de la table sont sur le terrain. Maintenant, si l'écosystème veut passer à l'échelle, ben, il faut laisser les bonnes parties prenantes, les bons players, les bons joueurs jouer. Et ne pas faire jouer des pièces apportées ou qui ne maîtrisent ni le sujet, ni les valeurs, ni les objectifs, et qui n'ont pas cette humilité-là pour avancer. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Hichem. C'est Normal. sûr qu'on en avait parlé tout à l'heure au niveau des bailleurs, mais je reviens dessus parce que certains nous rejoignent. Et c'est une question, pour moi, c'est si les bailleurs disparaissent demain, que deviennent tous nos projets? Si tous les bailleurs disparaissent demain, que deviennent tous nos projets? Parce que j'ai entendu de tout ce qu'on a dit, beaucoup ont parlé des partenaires, tout ça. Si demain, on n'a plus de partenaires, que deviennent tous les projets qu'on aura développés? J'ai vu M. Aram Khan qui nous a repris en cours de route. Je ne sais pas si vous voulez parler. On a Frédéric également qui est connecté. Euh, sinon, tout le monde peut prendre la parole. La vraie question, c'est que deviennent nos projets si demain, si tous ces bailleurs-là disparaissent? Qu'est-ce que deviennent tous ces projets derrière qui ont été financés par des bailleurs et qui ne font qu'attendre? Question ouverte. Personne ne veut se lancer? Allô, allô, oui. Oui, Oui, oui. En fait, il faut dire que le pardon, on n'entend système. pas bien. Allô? Oui, 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 Attendez? allez-y. Oui. Oui, 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 le système sanitaire aujourd'hui, bon, surtout, bon, je ne dirais pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, hein, en Afrique. Et il faut
noter qu'on ne peut pas aussi actuellement parler de la disparition de tous les bailleurs. Non. Il peut s'avérer, comme tout à l'heure dans mon intervention, il y a, comment on appelle, manque, mais ils ne peuvent pas véritablement tous disparaître. Voilà, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter d'abord. Donc, vous estimez que tous les bailleurs, pour vous, c'est-à-dire que pour vous, vous estimez que tous les bailleurs ne peuvent pas disparaître. On ne peut pas Non, arriver non. un jour où on va dire, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou dans un pays, que ce soit le Sénégal ou au Togo, peu importe, mais dans un pays aujourd'hui X, les bailleurs ne financeront plus des solutions de santé numérique. Et donc, tous les projets qui ont été entamés ne seront plus poursuivis. Donc, on arrête tous les financements qui ont été déposés dans tel pays. Si ça arrive, ou encore, prenons l'exemple que on a des solutions qui ont été financées par des projets et tout de suite, il advient que les bailleurs disparaissent demain. Comment est-ce que les projets vont survivre? Vous pensez que ça pourrait pas être, ça pourrait pas être, c'est pas possible que cela se fasse? Oui, bon, enfin, pour moi, c'est pas véritablement possible, oui, parce que il faut noter que ces partenaires-là, ils sont, c'est vrai, il y en a beaucoup, hein, mais comme je le disais, il faut le tri, en fait. Il faut le tri des projets en priorité, en fait. Voilà. Et eux-mêmes, ils en ont besoin même. Eux-mêmes, il y a certains même, eux-mêmes, ils cherchent pour pouvoir financer. Voilà. Donc, pour dire effectivement, puisque c'est leur travail, voilà, ils font de ça, voilà, c'est leur quotidien en fait. Donc, pour dire ils vont disparaître complètement, bon, Alors, moi, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais après, c'est vraiment pour attirer le regard des gens. C'est vrai qu'il est peu probable que tous les barrières disparaissent du jour au lendemain, mais il faut penser les priorités, certaines priorités peuvent changer. Donc, les financements peuvent se déplacer. Après, on a des crises internationales qui permettent de rediriger les projets, je pense. Alors, je parle sur le couvert de personnes qui sont là et qui ont l'habitude de travailler. Ah, j'ai vu Aminata Diop qui a levé la main. Donc, je vais vous laisser parler, Aminata Diop, et ensuite Blaise. Bonsoir à tous. Madame Noufé, Bonsoir. Oui, ingénieure Madame des techniques Oufé. sanitaires, enseignante à l'INFAS. Je suis un peu d'accord avec notre intervenante de tout à l'heure, mais je vais sur d'abord ce que vous avez dit. Effectivement, les partenaires peuvent disparaître. On prend le cas où les partenaires disparaissent. Tout à l'heure, en amont, vous aviez dit, quand il y a des partenaires, il faut s'arranger à faire une économie pérenne. Si nous arrivons à faire une économie pérenne et que ces partenaires disparaissent, on peut s'en sortir. On pourra s'en sortir. Mais dans le cas contraire, on n'a pas fait d'économie pérenne, le partenaire disparaît, le projet disparaît aussi. Parce qu'à la longue, même si on demande l'apport de l'État, l'État aura d'autres projets qui apporteront encore plus pour la santé de la population. Et le social, la population à qui on va demander d'apporter. Tout à l'heure, on a un collègue qui parlait, qui disait que c'est difficile en Côte d'Ivoire par rapport aux loyers qui ont des prix exorbitants. Et aujourd'hui, on demande à un patient, il participe. Mais à la longue, c'est pas évident qu'il puisse continuer à participer. Donc, ce projet pour lequel le partenaire, le patient a participé, l'État même a participé, tous ces apports-là disparaissent, le projet disparaît. C'était un peu mon apport. Merci. Merci. Merci à vous, Madame Diop, Madame Diop. Madame Noufé, j'aime dire Diop, pourtant c'est... Madame Noufé. Oui, Monsieur Blaise. Merci pour la parole encore. Je dis encore bonsoir. Euh, Selon moi, d'abord, concernant le financement, ou soit même le bailleur de fonds, il se disait souvent actuellement qu'il se retire soit de notre continent. Euh, Prenons même les cas ici chez nous au Congo. Euh, donc,
ça serait vraiment fortement fragilisé, car beaucoup de structures, soit beaucoup de startups de santé, euh, je pense qu'ils dépendent beaucoup largement de financements extérieurs pour la mise en œuvre des organisations mondiales de la santé. Prenons soit en matière de la couverture santé universelle, car le programme, disons, lié à la gratuité des soins, nous avons de vaccinations. Et jusqu'à maintenant, je pense, dans notre continent, il y a un problème de recherche. On n'a pas beaucoup de moyens pour que nous puissions atteindre aussi beaucoup de choses qu'on profite actuellement, comme le vaccin. Euh, mais aussi, je pensais que cela relèverait soit la faiblesse du financement domestique et la nécessité aussi d'une grande souveraineté sanitaire. Cela aussi pourrait soit maintenir la couverture santé universelle euh, et ça faudra donc renforcer nos différentes mobilisations dans nos pays. Et aussi, si le gouvernement aussi a cette bonne volonté, qu'il puisse aussi financer ou soit prévoir de mécanismes d'assurance santé communautaire. Je pense que les solutions aussi, les solutions de la santé numérique comme les dossiers médicaux, euh, mais aussi je pense qu'au niveau aussi de la télémédecine et les systèmes de paiement mobile pourraient réduire soit les coûts, voire même améliorer la transparence et élargir aussi l'accès aux soins, même dans des zones rurales. C'est ça, j'ai comme donc réponse à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Merci pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose? Je vois qu'il y a des messages dans le chat. Je vais essayer de voir. D'accord. Je pense que c'est Dr. Joyce qui a, qui a mis des notes dans le chat. Merci pour les interventions qu'on a. Il est 15 heures. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas trop durer parce que certaines personnes, il y a le jeûne, donc beaucoup vont aller au mercredi de sang et certains vont même aller jusqu'à rompre le jeûne pour les autres. Euh, Moi, j'ai envie de poser une autre question qui serait peut-être la dernière des questions, parce que ça fait partie des interventions dans le groupe de travail qui ont été énoncées sur lesquelles on devrait pouvoir avoir quand même des petites réponses. Euh, il y a une question qui a été posée tout de suite, c'était de savoir au niveau des... On parlait Attendez, je vous donne la bonne réponse, la bonne question, parce que quelqu'un aussi est en train de me poser une question dans le groupe. La question qu'on m'a posée tout de suite, là, ce serait de savoir au niveau des, au niveau des différents projets qu'on a. On a répondu tout à l'heure à savoir est-ce qu'une solution pourrait être rentable, qui paye, qu'est-ce qui bloque, euh, est-ce que quelqu'un aurait déjà mis en place une solution qui a été bloquée, ça et là. La question aujourd'hui, c'est pour les personnes du public. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires ou des personnes qui ont été parmi les fonctionnaires. Pourquoi l'achat public, on va dire, est difficile en santé numérique? Je dis parce que par moment, quelqu'un a évoqué le sujet tout à l'heure, c'est Blaise, quand il parlait du carnet de santé et tout ça. L'achat, donc public, de solutions, pourquoi est-ce que c'est assez difficile? Est-ce que quelqu'un aurait un début de solution? Hichem, par contre, je sais que vous avez travaillé pendant la crise Covid sur une dynamique de carnet de santé électronique avec une dynamique on va dire, avec un regard porté sur le continent, dans les financements privés, publics. Donc, pourquoi c'est assez difficile l'achat du public pour des solutions de santé numérique? Les processus, c'est très important parce que la question et la manière dont tu l'amènes, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est que c'est des questions, tout ce qui est dossier médical partagé, système d'information hospitalier au niveau du public, ça vient des autorités. Donc c'est très très long. Et même lorsqu'ils prennent la décision de développer, euh, il y a des groupes de travail qui sont pas spécialement toujours coordonnés et ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps. Et il y a eu des échecs cuisants à l'international, hein, que les exemples on les connaît. Euh, et même lorsqu'il y a une urgence, par exemple le Covid, nous on a travaillé sur une solution à l'époque du Covid. Bon, il y avait beaucoup de confinement en Europe
Et donc, nous, on a travaillé sur une solution avec de la blockchain, ZKP Zero Knowledge Proof, pour pouvoir cartographier en temps réel les zones où il y a des personnes vulnérables avec des comorbidités. Donc, des personnes âgées, plus ceux qui ont des comorbidités, qui ont des problèmes de maladies chroniques, etc. Des personnes à risque par rapport au Covid. Donc, on a travaillé sur une solution, on était 5 dessus, dont l'actuelle, enfin, celle qui était directrice de la blockchain du CEA, etc. Et donc la solution a été sélectionnée, elle est remontée comme Stop Covid au niveau du Conseil de l'Europe. Simplement, on a eu des retours de très haut niveau pour savoir pourquoi, enfin la raison pour laquelle ça n'allait pas pouvoir être facilité au niveau du déploiement. En fait, on a demandé si on pouvait aller plus loin, c'est-à-dire que si on allait accélérer le développement pour que ça puisse être déployé. On nous a fait comprendre qu'il y avait déjà eu beaucoup trop de financement. C'était honnête, hein, ils nous ont dit de manière honnête. L'INRIA et compagnie, les autorités ont mis beaucoup d'euros pour développer l'application Stop Covid ou Tous Anti-Covid, etc. Et qu'ils voyaient pas l'utilité d'avoir une autre solution derrière, qu'il y en a une qu'ils vont imposer, en gros, pour que ça puisse être efficace. Bon, ça a eu son efficacité, à discuter ou pas selon les positions de chacun. Mais c'était un des contextes qui était possible. Les autres contextes qui sont possibles, c'est la durée, la lenteur de l'appareil public euh, par rapport à l'urgence des enjeux. Et ça, c'est pas forcément c'est leur faute dans le sens où ils sont responsables parce que ce sont les autorités. Mais c'est pas facile parce qu'ils sont dans la vraie vie et dans la vraie vie des autorités, des décideurs publics, c'est très compliqué parce qu'ils ont énormément de préoccupations à jouer, avec lesquelles jouer, travailler, etc., à gérer et à appréhender. Donc c'est vraiment pas simple. Et plus les susceptibilités de X ou Y ou Z et les contextes internationaux qui peuvent impacter le national, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et l'autre élément, c'est que l'IT, dans le budget d'un hôpital public, c'était peanuts jusqu'à aujourd'hui, hein. En Europe, on te dit que en tout cas, c'est moins de 3% du budget d'un hôpital. Dans certains hôpitaux publics, c'est moins de 3%. Bon, ça a dû évoluer, hein. J'espère bien que ça évolue. Dans d'autres, mais on est à des années-lumière des enjeux. C'est pour ça que les hackers, quand ils regardent l'hôpital public, ils rigolent. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, hein, même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les meilleurs hôpitaux, ça reste des cibles relativement faciles pour les hackers. Bon, en Afrique, les hôpitaux publics, au niveau cybersécurité, c'est un enjeu majeur aussi. Donc ça, c'est des défis. Et effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment le manque d'agilité, mais qui est dû à la taille, hein. C'est un éléphant. On ne demande pas à un éléphant d'être aussi agile qu'une souris, mais, euh, mais il faut qu'il fasse un peu de yoga quand même, parce que sinon, il va se casser quelque chose et il ne pourra pas protéger sa communauté. D'accord. Merci, chef. Docteur Voilà. Joyce, moi j'ai envie de poser une question parce que la prochaine question, ça sera pour la recherche et ensuite on aura le mot de fin. Je ne sais pas si je peux la poser si vous êtes là. Docteur Joyce, j'ai envie de poser une question pour demander qui doit financer la recherche en santé en Afrique? Qui doit changer? Parce qu'on parle de souveraineté sanitaire, tout ça, mais qui devrait financer? Je ne sais pas si Docteur Joyce, euh, je vois qu'elle écrit dans le chat. Donc, je ne sais pas si elle pourrait répondre, auquel cas on va laisser la question en suspens parce qu'elle doit intervenir sur une prochaine session. Docteur Joyce, vous êtes là? Elle a écrit. OK, elle est là, elle peut écrire. Donc, elle va écrire et puis je vais lire. Pour elle, c'est des partenariats privés-publics. Pour elle, c'est privé-public, la recherche du financement. D'accord, donc j'ai la réponse dans le chat. Alors, il n'y a aucun problème. Donc, moi, pour la fin, je pense qu'on a concrètement fini. La dernière question que je veux poser et avec laquelle on pourra finir, ce serait de dire, aujourd'hui, on a parlé de financement, qui doit financer, comment financer nos projets, comment est-ce qu'on pourrait le faire. Euh, pour moi, de façon très pragmatique, je vais demander quelles décisions concrètes pouvons-nous prendre aujourd'hui pour rendre nos projets financiers, c'est-à-dire pour rendre nos projets financièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stables, enfin beaucoup plus durables même, je vais dire. C'est-à-dire de façon très concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que nos projets soient beaucoup, vraiment, vraiment, beaucoup, très, 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 très durables?
Moi, j'oriente vraiment la question sur des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour rendre nos projets? Monsieur Harding, Eric Traoré, euh, oui, Blaise, on a des entrepreneurs qui ont des solutions. Tout de suite, qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre nos projets assez fiables? J'aime tout le monde, la question est posée à tout le monde. C'est la dernière question de cette session. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre beaucoup plus durables? Oui, allô? Oui, OK. allez-y. Ben, moi, je pense que peut-être que, en tout cas, pour ma part, aller vers des synergies au lieu d'être dans la compétition, parce que des fois, il y a des solutions qui existent déjà, mais bon, on vient en arrière, on reproduit la même chose, tout en sachant que le marché, il n'est pas assez grand, forcément, l'une des deux va mourir. Donc peut-être, ouais, forcément, là, il n'y aura pas deux, il n'y aura pas trois, il n'y aura qu'une seule. Donc, des fois, aller vers des synergies entre les différentes solutions. En tout cas, je pense que c'est déjà une des voies pour pouvoir sauver tout l'écosystème, quoi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Euh, de ma part, d'abord, je pense que pour que nos projets aussi puissent être, disons, durables dans nos différents pays africains, je pense que nous devons renforcer la mobilisation des ressources locales. Nous devons aussi également développer des partenariats publics et privés et nous devons aussi assurer une transparence, disons, qui est centrée sur l'appropriation communautaire, euh, bien que aussi nous devons beaucoup jouer sur l'implication communautaire, donc impliquer la communauté beaucoup plus, puisque c'est eux qui vont nous permettre aussi d'évoluer très bien. C'est comme si je me souviens, notre enseignant de la vaccinologie nous avait parlé au fait. Souvent en médecine, on se dit qu'on est expert, on est médecin, on est docteur, mais il y a la communauté aussi qui compte bien. De quoi est-ce que tu réalises ce par-là? Tu racontes, il y a un patient qui arrive à l'hôpital et il raconte soit c'est moi qui suis là comme médecin, par exemple, puis quand le patient arrive, il dit non, c'est Blaise qui est là, il n'est pas médecin. Je dois attendre soit Madame Corinne. C'est comme ça qu'on doit surtout beaucoup donc nous devons donc jouer les rôles clés au niveau de la communauté. On donne soit aussi la communauté puisse gérer beaucoup plus sur le gouvernance et puis nous allons être que des guides au niveau de la communauté et puis nous allons nous mettre aussi au travail. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aurait une réponse à ajouter à ça? Hichem, Madame Noufé, est-ce qu'on a quelqu'un Moi, qui... Oui, Hichem, de oui. mon côté, je pense que on doit pousser à infuser une culture et, dans l'écosystème de la maturation du passage à l'échelle au niveau du modèle d'impact et du modèle économique, de se challenger à ce niveau-là pour qu'il y ait une émulation écosystémique. Et à partir de là, il y aura une compétition, il y aura des synergies, il y aura des compétitions. Il y aura une compétition à certains niveaux de l'écosystème. À d'autres niveaux de l'écosystème, ces mêmes concurrents vont travailler ensemble. On a des grands concurrents sur l'IT, les télécoms, ou bien même dans le spatial. Ils sont concurrents sur certains sujets, sur d'autres, ils vont travailler ensemble. Donc, la maturité de la santé digitale en Afrique, elle sera atteinte à un moment où on aura des players, des joueurs, des opérateurs, des sociétés qui commencent à vraiment se développer de plus en plus, qui puissent avoir bien sûr les enjeux d'interopérabilité. On travaille sur ces sujets-là, il y a des belles choses qui se préparent. C'est des sujets extrêmement importants parce que derrière, effectivement, telle solution va compléter l'autre et fonctionner en écosystème. Et lorsqu'on dit qu'elle va compléter l'autre, elle va interopérer, il n'y a pas que la technologie qui va interopérer. Il y a des process, il y a aussi le modèle économique. Il y a des accords commerciaux entre les parties. Il faut que ce soit des accords équilibrés pour chaque partie, etc. Donc tout ça, c'est des enjeux. Il y a le cadre réglementaire qui va venir, qui joue son rôle aussi. Donc c'est vraiment développer l'écosystème pour que l'écosystème soit dynamique et pas statique, et pour que vraiment il y ait de la richesse, de l'énergie, du dynamisme, de la compétition mais saine, et de la complémentarité et du travail même entre compétiteurs, parce qu'il y a de la compétition entre players, mais surtout qu'il puisse y avoir effectivement cette énergie en termes de synergie
qui puisse permettre d'insuffler une émulation écosystémique. Donc, merci. Merci beaucoup, Hichem. Moi, ce que je pourrais dire, moi, en termes de réponse, moi, je vais répondre de deux aspects. Aspect start-up et aspect incubateur. Je pourrais dire, par exemple, en tant que start-up, peut-être dans la santé, la décision concrète qu'on peut essayer de prendre aujourd'hui, c'est peut-être d'arrêter de lancer peut-être des projets sans modèle de revenu assez clair. Peut-être. Comment ça se passerait concrètement? C'est-à-dire qu'on va définir clairement qui paye dès le départ. Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le professionnel de santé? Mettre, est-ce qu'on va aller sur des modèles, par exemple, on va sur des modèles, on va dire premium, d'accord, avec des abonnements assez clairs. Intégrer après le abonnement, comme j'ai dit, des contrats de service, et puis prévoir par moment des transitions post-bailleur. Là, nous, on bénéficie par exemple d'un accompagnement avec un groupe pharma pour pouvoir travailler sur une solution. Mais je vais dire que ça date de 2 ans, mais on se prépare derrière nous à aller sur après lui. Donc, beaucoup plus à l'aise de dire que si demain matin, le bailleur s'élève et dit, bon, écoute, Corinne, c'est fini, on sait pouvoir avancer sans le bailleur. Donc, et puis, essayer, pourquoi pas, de diversifier les sources de financement. C'est ce que je peux me dire. Donc, une start-up ne peut pas vraiment suivre uniquement sur des subventions. Ça va être difficile. On va essayer d'intégrer des modèles de revenus. Ça va être assez. Maintenant, je veux répondre à cette question en tant qu'incubateur. Je voudrais dire que très simplement, c'est d'exiger des modèles économiques assez structurés avant d'accompagner un projet. D'accord? C'est-à-dire que ce serait, parce que l'idée derrière, c'est d'aider la start-up à formaliser le modèle économique. Et puis, intégrer des plans assez hybrides, parce que beaucoup de solutions que moi, je vois, où les gens me contactent pour du projet, quand je demande, oui, on a eu une subvention, on a des subventions. Par moment, je dirais que par moment, beaucoup ont des solutions. Et tout ce qu'ils attendent à faire, avoir un bailleur. On cherche un bailleur, on cherche quelqu'un qui va nous donner un crédit, ceci pour pouvoir financer. Comme ça, on va mettre à disposition gratuitement des populations. On a toutes sortes de modèles. Donc, à un moment donné, c'est intégrer vraiment des plans de financement assez hybrides. Et puis, peut-être former, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance d'être formée au départ à tout ce qui est gestion financière. Former à la gestion financière et puis, pourquoi pas, connecter des partenariats publics-privés. Ça va aider parce que pour moi, l'incubateur il doit transformer en fait l'innovation de ce produit, l'innovation de cet entrepreneur, de cette start-up en projet assez finançable, mais aussi assez durable. Donc, pour moi, la start-up exécute derrière, l'incubateur va venir structurer et puis permettre une certaine durabilité. C'est là en ce moment qu'on voit l'utilité d'incubateurs qui va venir accompagner dans cette mise en place de ce projet. Voici ce que je peux dire pour finir. En tout cas, je pense que, Madame Noufoudi, il faut intégrer de manière équilibrée les piliers environnementaux, sociaux. Voilà, il faut aussi les intégrer. Donc, voici un peu le point résumé de la session d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'était pas nombreux, mais l'idée n'était pas d'être nombreux. C'était de pouvoir travailler sur ce groupe de travail et savoir si on a eu pas mal d'informations. Je pense qu'on a des informations qui permettaient de pouvoir affiner le groupe de travail sur les financements qu'on doit transmettre justement aux différents ministères des pays qui sont associés avec nous. Le prochain groupe de travail, ça sera sur tout ce qui est leadership. Et puis, on espère que tout le monde sera là. On essaie de voir des heures à cause du temps de carême, voir comment est-ce que les uns et les autres, sans pour autant empiéter sur les heures de carême, que les gens puissent descendre un peu plus tôt pour la rupture des différents jeunes. On va essayer de voir ça. Ketan va mettre les sondages dedans. À partir de vendredi, on aura, nous, des vendredis, les formations des groupes qui ont décidé de se lancer dans le challenge. On a pas mal de groupes déjà. Merci à eux. Donc, on commence vendredi les formations pour les former à prendre la main et animer leur propre session éco à partir du mois de mars. Voilà ce que je vais dire. Merci à tout le monde. On va demander des propositions. Est-ce qu'on maintient 14h, 15h, on essaie de faire 1 heure? Ou bien on s'est dit avec Ethan à cause du jeûne, est-ce qu'on va le faire chaque deux semaines pour permettre aux uns aux autres de se préparer parce que quand c'est le temps du jeûne, on descend plus tôt pour éviter les embouteillages, pour pouvoir donc. Et ensemble, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire
ou si on veut simplement qu'on fasse un temps de pause aussi. Voilà. Merci à tout le monde. Vous pouvez participer au sondage si c'est possible dans les différents groupes